Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Mon fils m'a craché au visage et m'a dit, paye le loyer ou dégage. Et puis Je m'appelle Helen Williams. J'ai 68 ans, et j'ai toujours cru que la famille était un refuge, un lieu sacré où l'on trouve un soutien inconditionnel, un amour qui ne faillit jamais. Depuis que je suis toute jeune, cette idée m'a guidée. Toute ma vie, j'ai travaillé sans relâche pour élever mes 2 enfants, Michael et Sarah. J'ai enchaîné les petits boulots, parfois plusieurs en même temps, pour que mes enfants ne manquent de rien, pour qu'ils puissent aller à l'école, se nourrir correctement, avoir des vêtements décents. J'ai fait passer leurs besoins avant les miens, j'ai sacrifié mes rêves et mes envies, tout cela sans jamais me plaindre. Leur avenir a toujours été ma priorité. Je voulais qu'ils aient une vie meilleure que la mienne, que rien ne leur manque, pas même ce que je n'ai jamais pu avoir. Je n'ai jamais compté mes heures, ni le prix que je payais physiquement et moralement, tant que mes enfants étaient en sécurité, heureux. J'ai cru, de tout mon cœur, que cet amour, cette abnégation, serait toujours reconnu, respecté. Que mes enfants sauraient, un jour, tout ce que j'avais fait pour eux. Mais un soir d'automne, tout ce que je pensais savoir de mon fils Michael s'est effondré en un instant. Michael a 42 ans maintenant. C'était un garçon doux, sensible, un fils attentionné. Un homme bon, du moins, c'est ce que je croyais. Depuis qu'il était petit, il avait ce regard tendre et cette écoute attentive qui me rassurait. Il aimait sa sœur, il aimait sa famille. Nous avions traversé ensemble les tempêtes de la vie. Je pensais qu'avec les années, notre lien ne ferait que se renforcer. Ce soir-là, il est rentré tard. Le ciel était déjà sombre, la lumière blafarde du lampadaire projetait des ombres étranges dans le salon. Michael avait le visage fermé, ses yeux évitaient les miens. Ses épaules étaient crispées, comme s'il portait un poids immense. Sa femme, Emily, n'était pas avec lui. L'absence de sa présence accentuait encore plus la tension dans l'air. Je me suis approchée, avec la douceur que j'avais toujours utilisée pour apaiser les douleurs, les fatigues de mes enfants. « Michael, comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, tentant de sourire. Il a levé les yeux vers moi, mais au lieu de son regard habituel, je n'ai vu que froideur, dureté, une distance nouvelle et effrayante. C'était comme si je ne le connaissais plus. « Tu sais très bien pourquoi je suis en colère, maman. » Je suis restée figée, le cœur serré. Je ne comprenais pas. Cette colère qui brûlait dans ses yeux, cette amertume, qu'avais-je fait pour mériter ça? Le loyer, il est en retard depuis 2 mois. Tu dois le payer ou partir. J'ai senti ma gorge se nouer, ma voix s'est brisée. Michael, je n'ai plus de ressources. Ta sœur m'aide un peu, mais ce n'est pas facile. J'essayais de raisonner, d'expliquer ma situation, de faire appel à sa compassion, à son cœur de fils. Mais ce qui arriva ensuite, je ne l'oublierai jamais. Il s'est avancé vers moi, son visage dur, ses traits crispés par la colère et peut-être la frustration. Sans un mot d'excuse, sans un regard de tendresse, il a craché au visage de sa propre mère. Le liquide froid a glissé sur ma joue, et dans ce moment, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Toute ma vie, tous mes sacrifices, toute la tendresse que je lui avais donnée semblait s'être évaporée d'un seul coup. Mon propre fils, celui que j'avais élevé avec tant d'amour, venait de me traiter comme une étrangère, comme une charge, comme un fardeau. Il a repris, la voix dure et tranchante. Paye le loyer ou dégage. Je n'avais plus de mots. Plus de force. Je suis restée immobile, le cœur brisé en 1000 morceaux. Ce soir-là, je me suis réfugiée dans ma chambre, derrière la porte close, comme si le silence pouvait me protéger du monde. Les larmes ont coulé longtemps, des larmes d'incompréhension, de douleur, d'humiliation. Ces larmes étaient le reflet de toutes les blessures invisibles que j'avais accumulées au fil des ans, mais que je n'avais jamais voulu montrer. Je me suis sentie seule, abandonnée, trahie par celui que j'avais aimé plus que tout. Les jours qui suivirent furent d'une solitude écrasante. Michael et Emily avaient coupé toute communication. Mes appels restaient sans réponse, mes messages sans retour. J'étais seule, livrée à moi-même dans cette maison que j'avais bâtie avec tant d'amour et de sacrifice.
Chaque pièce semblait murmurer des souvenirs, les rires des enfants, les dîners partagés, les nuits d'inquiétude et d'espoir, mais maintenant, ces murs résonnaient seulement du vide et du silence. Je déambulais sans but dans le salon, la cuisine, la chambre où j'avais vu grandir mes enfants, comme si je cherchais une présence invisible, une main tendue qui n'arrivait pas. La maison n'était plus un refuge, mais une prison. L'abandon pesait lourdement sur mon cœur, un poids que je n'avais jamais imaginé porter un jour. Face à cette situation, je savais que je ne pouvais pas rester là indéfiniment. Mais à 68 ans, avec une retraite modeste qui à peine couvrait mes besoins, trouver un logement abordable était un véritable combat. Les loyers dans le quartier avaient grimpé ces dernières années, et mes économies fondaient comme neige au soleil. J'ai dû vendre certains objets personnels, souvenirs accumulés au fil des décennies, mon vieux piano, une collection de livres que j'aimais tant, des bijoux hérités de ma mère. Chaque vente était une déchirure, une petite mort symbolique. Pourtant, même si l'angoisse et l'humiliation menaçaient de m'étouffer, quelque chose en moi refusait de céder. Une force, ténue mais déterminée, se faisait jour dans cette nuit obscure. Je n'étais pas prête à disparaître, ni à me laisser écraser par la douleur et le rejet. Ce n'était pas seulement une question de survie matérielle, mais de dignité, de fierté, et de volonté de retrouver ma place dans ce monde. Un matin, après une nuit presque blanche passée à fixer le plafond, je me suis assise au bord de mon lit, le cœur lourd mais l'esprit soudainement lucide. J'étais arrivée à une frontière intérieure. Quelque chose en moi s'était brisé, mais quelque chose d'autre, plus profond, venait de se réveiller. Je ne pouvais pas rester là, à me consumer en silence dans un environnement devenu hostile. Je ne pouvais plus attendre que la dignité me soit rendue, je devais la reprendre moi-même. Alors j'ai composé le numéro d'une femme que je n'avais pas vue depuis un certain temps, mais dont la voix m'avait toujours rassurée. Linda Morgan. Une amie de longue date, presque une sœur de cœur. Nous nous étions connus il y a plus de 30 ans, quand nos enfants étaient encore à l'école primaire. Elle avait toujours été cette personne vive, directe, mais incroyablement généreuse. Je craignais qu'elle m'ait oublié, ou pire, qu'elle ait entendu les ragots. Mais au bout de 2 sonneries, sa voix familière a résonné dans mon oreille. « Hélène ? Mon Dieu, Hélène, c'est toi. » Je n'ai pas pu parler tout de suite. Mes lèvres tremblaient, ma gorge était serrée. Mais elle a compris sans que je dise un mot. « Viens. Viens tout de suite. Ma maison est ouverte, comme toujours. » Quand je suis arrivée chez elle, valise à la main et cœur meurtri, elle m'a accueillie comme si rien n'avait changé entre nous. Elle m'a prise dans ses bras, fort, longtemps, et m'a simplement murmuré. « Tu n'es pas seule. Tu n'as jamais été seule. » Chez Linda, j'ai retrouvé un peu de chaleur humaine. Ce n'était pas grand-chose, une chambre d'amis un peu en désordre, des repas simples mais préparés avec cœur, mais c'était un abri. Mieux encore, c'était un endroit où je pouvais respirer sans craindre un regard de mépris. Elle m'écoutait sans juger, elle me laissait pleurer sans chercher à fuir. Mais très vite, j'ai su que je ne pouvais pas m'installer dans le confort de la dépendance, aussi douce soit-elle. J'avais besoin de plus. Plus que du toit, plus que de la tendresse. J'avais besoin de me tenir debout à nouveau. Il me fallait retrouver mon autonomie. Reconstruire ma dignité. À presque 70 ans, cela peut sembler insensé. Beaucoup auraient dit, repose-toi. Profite du peu de temps qu'il te reste. Mais ce n'est pas dans ma nature. J'avais trop vu, trop vécu, pour me résigner à devenir invisible. Alors j'ai commencé à chercher du travail. Chaque jour, après le petit déjeuner, je m'installais devant l'ordinateur de Linda et j'envoyais des candidatures. J'appelais. Je passais des entretiens. Souvent, on me disait « Vous avez une belle expérience, mais nous cherchons quelqu'un de plus jeune. » Ou encore « Vous comprenez, le poste est très physique. » Chaque refus était une gifle, mais je refusais de me laisser abattre. À chaque rejet, je me relevais avec un peu plus de détermination. Je me suis rappelé que j'avais géré des emplois bien plus exigeants. J'avais élevé 2 enfants avec un salaire d'aide-soignante, j'avais jonglé entre les nuits de travail et les réunions de parents d'élèves. Si j'avais survécu à cela, je pouvais bien survivre à une série de « non ». Puis, un jour, le téléphone a sonné.
C'était la directrice d'une petite bibliothèque municipale située dans un quartier calme, à l'écart du centre-ville. Madame Williams? J'ai vu votre dossier. Je pense que votre profil nous conviendrait parfaitement. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai pris un bus le lendemain matin et j'ai rencontré la directrice, une femme bienveillante nommée Grace Holloway, à la chevelure grisonnante et aux lunettes cerclées d'or. Elle m'a montré la bibliothèque, modeste mais pleine de charme, des étagères en bois, une salle de lecture silencieuse, un petit coin pour les enfants, et surtout cette odeur apaisante de livres anciens. Ce n'est pas très bien payé, m'a-t-elle dit. Mais c'est paisible ici. On a besoin de quelqu'un de fiable, de chaleureux. Quelqu'un comme vous. J'ai accepté sans hésiter. Ce travail, bien que modeste, m'a redonné un rythme. Un sens. Je me levais chaque matin avec un objectif. J'apprenais à connaître les lecteurs réguliers, à écouter les enfants parler de leurs livres préférés. J'étais utile à nouveau. Je me sentais vivante. Je n'étais plus seulement une mère rejetée ou une femme vieillissante. J'étais Helen Williams, assistante de bibliothèque, citoyenne, femme debout. Et même si mon cœur portait encore les cicatrices de ce que Michael m'avait fait, je sentais en moi quelque chose refleurir, la fierté d'exister, malgré tout. Quelques semaines plus tard, alors que je rentrais de la bibliothèque, fatigué mais étrangement apaisé, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je connaissais par cœur, même si je ne l'avais pas vu s'afficher depuis longtemps. Sarah. Ma fille cadette. Ma douceur. Celle qui, dès l'enfance, ressentait les émotions des autres comme si elles étaient les siennes. Dès que j'ai décroché, j'ai entendu dans sa voix une tension, une tristesse mêlée à une affection retenue. Maman. Juste ce mot, mais chargé d'une infinie tendresse. Je me suis assise au bord du lit de la chambre que Linda m'avait prêtée, le cœur battant. Maman, je suis désolée pour ce qui se passe avec Michael. J'aurais dû t'appeler plus tôt, mais je ne savais pas quoi dire. Elle a marqué une pause, comme si elle hésitait à ouvrir une porte douloureuse. Michael, il traverse une période très dure. Il a perdu son emploi depuis des mois. Il ne l'a dit à personne. Même pas à Emily. Il fait semblant de partir au travail chaque matin, pour ne pas affronter la vérité. Il s'est enfermé dans une spirale de honte, de colère. Il ne dort plus. Il est méconnaissable. Il s'est perdu lui-même. Et puis, sa voix s'est brisée. Mais il t'aime, maman. Il t'aime profondément, même s'il ne sait plus comment le montrer. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Un frisson m'a parcouru, mélange d'espoir et de douleur. Une partie de moi voulait hurler, comment l'amour peut-il cracher au visage? Mais une autre partie, plus sage, savait, parfois, la souffrance défigure les sentiments les plus sincères. Parfois, ceux qu'on aime se noient, et dans leur panique, ils frappent même la main qui tente de les sauver. J'ai raccroché, le regard perdu dans la lumière douce du soir. Et ce soir-là, Linda m'a regardé longuement, puis a simplement dit. Tu n'as jamais été du genre à abandonner. Pas sur tes enfants. Et elle avait raison. Alors, avec le soutien de Linda et de Sarah, j'ai décidé de reprendre contact avec mon fils. Ce fut l'un des moments les plus lourds de ma vie. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café discret, en dehors du centre-ville. Il faisait froid ce jour-là. Michael est arrivé avec quelques minutes de retard. Il avait le visage tiré, les traits marqués par l'angoisse. Ses vêtements étaient froissés, ses yeux fatigués. Il avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Il s'est assis sans un mot. Pas de sourire. Juste une tension palpable entre nous. Un silence que ni le bruit des tasses, ni le murmure des autres clients ne parvenaient à rompre. Je n'ai rien dit d'abord. Je l'ai laissé respirer. Laissé tomber, lentement, les murs qu'il avait érigés autour de lui. Enfin, après de longues minutes, il a murmuré. Je ne sais pas par où commencer. J'ai baissé doucement les yeux, puis les ai relevés vers lui. Commence par la vérité. Peu importe combien elle fait mal. Il a dégluti. Et soudain, ses épaules se sont affaissées. Le masque s'est fissuré. Il a posé ses mains sur la table, les a jointes comme un enfant cherchant refuge.
Maman, je suis désolée. J'ai perdu mon emploi il y a des mois. La société pour laquelle je travaillais a fermé un de ses départements du jour au lendemain. Je n'ai pas eu la force d'en parler à Émilie, ni à personne. J'avais honte de t'avoir laissé venir vivre chez nous, alors que je ne pouvais même plus payer le loyer. J'étais en colère contre moi-même, mais je l'ai retourné contre toi. Et là, il a éclaté en sanglots. De vrais sanglots. Bruts, incontrôlés. Pas ceux d'un homme adulte, mais ceux d'un enfant blessé, perdu. Je l'ai regardé pleurer, et malgré tout ce qu'il m'avait fait subir, tout ce que j'avais ressenti, mon instinct de mère a repris le dessus. Mon amour pour lui n'était pas mort. Il était cabossé, défiguré, mais pas mort. Je me suis levée, j'ai contourné la table et je l'ai pris dans mes bras. Il s'est effondré contre moi, comme il le faisait lorsqu'il avait peur des orages, petit. Je lui ai murmuré. Mon fils, nous sommes une famille. Rien n'est plus important que l'amour et le pardon. Nous allons surmonter cela. Ensemble. Il a hoché la tête contre mon épaule, sans pouvoir parler. Ce jour-là, quelque chose s'est réparé. Pas totalement. Pas miraculeusement. Mais une fissure a été recousue. Avec maladresse, avec lenteur, mais avec sincérité. Et parfois, c'est tout ce dont une mère a besoin pour continuer à croire. Aujourd'hui, les choses ne sont pas parfaites mais elles sont humaines, sincères, et en mouvement. Michael a finalement retrouvé un emploi stable dans une petite entreprise de maintenance industrielle. Ce n'est pas le poste prestigieux qu'il occupait autrefois, ni le salaire qu'il espérait. Mais c'est un travail honnête, et surtout, c'est un premier pas. Un pas vers la reconstruction de sa confiance, de sa dignité, de sa capacité à être à nouveau un pilier pour sa famille, et pour lui-même. Il a aussi commencé une thérapie. Au début, il n'y croyait pas. Il disait : ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas malade. Mais il a fini par comprendre que la douleur qu'il portait en silence, l'humiliation de l'échec, la peur du regard des autres, tout cela avait besoin d'un espace pour sortir, pour être nommé. Et aujourd'hui, après plusieurs mois de séances régulières, je vois le changement. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas fulgurant, mais c'est réel. Il me parle avec plus de douceur. Il s'excuse encore, parfois, même quand je lui dis que ce n'est plus nécessaire. Il passe me voir certains dimanches, sans prévenir, juste pour m'apporter un café ou m'embrasser sur le front. Nous apprenons à nous redécouvrir, à nous réapprivoiser, comme deux âmes qui ont traversé un incendie mais qui refusent de s'éteindre. Émilie, sa femme, avait pris ses distances après les tensions de ces derniers mois. Elle en avait assez de vivre dans un foyer rempli de colère, de non-dits, de stress. Mais depuis que Michael suit sa thérapie, elle revient lentement. Elle ne dort pas toujours chez lui, mais elle vient dîner, elle reste discuter, elle le soutient dans son cheminement. Je la sens prudente, mais sincèrement attachée à lui. Peut-être qu'eux aussi trouveront un chemin vers la guérison. Et moi ? Je continue de travailler à la bibliothèque municipale. Ce lieu, au départ modeste et presque anonyme, est devenu mon sanctuaire. Chaque matin, en rangeant les livres, en accueillant les enfants curieux ou les lecteurs solitaires, je ressens une paix profonde. Là, je suis utile. Là, je suis respectée. Là, je suis Hélène, tout simplement pas la mère, pas la femme âgée rejetée, pas la victime, mais une personne entière. J'ai appris que même au plus fort de la tempête, même quand tout semble perdu, une lumière peut réapparaître. Pas toujours là où on l'attend, mais là où l'on ose regarder. Cette épreuve m'a transformée. Elle m'a enseigné la résilience, cette capacité invisible mais puissante à se relever, à reconstruire même avec des morceaux brisés. Elle m'a appris que le pardon est un acte de courage, pas une faiblesse. Pardonner ne signifie pas oublier, ni excuser. Cela signifie libérer son cœur pour pouvoir continuer à vivre, à aimer, à avancer. Aujourd'hui, je ne suis plus la femme brisée de ce soir d'automne. Je suis une femme debout, plus forte qu'avant, plus lucide, plus libre. Et si je devais dire quelque chose à ceux qui souffrent en silence, à ceux qui, comme moi, se sont retrouvés trahis, rejetés, perdus, ne perdez jamais espoir. La vie peut surprendre. Les blessures ne disparaissent pas toujours, mais elles peuvent cicatriser.
Et parfois, au fond même de votre douleur, dans ce lieu où tout semble vide, surgit une force inattendue. Une force douce mais indestructible. Parfois, la plus grande force vient du fond du cœur.